Je suis un peu C'est bon. stressée quand même. Salut à tous, salut à toutes. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui lundi 11 juillet. Et pas parce que c'est l'anniversaire de mon fils, mais parce que c'est la nouvelle série de À Voix Haute. Et nous, il n'y a rien qui nous rend plus heureux à l'école. Et aussi, pour une autre raison, c'est que ce soir, on lance le défi d'été, voilà, qui démarre aujourd'hui 11 juillet, pour écrire votre histoire et des meilleurs conseils de nos auteurs les plus plébiscités à l'école. Ça commence ce soir avec Martin Winkler, qui est un romancier qui a aussi longtemps été médecin et qui a écrit, à mon avis, bien une quarantaine d'ouvrages au bas mot, des essais et des romans, où il a aussi beaucoup parlé de maltraitance médicale. Donc on commence en fait le défi ce soir avec 1 heure de live avec lui, parce qu'il vit au Canada. Donc tous ceux qui veulent et toutes celles qui veulent nous rejoindre, c'est le moment de prendre votre place et venir à bord pour ce défi. Bon, vous êtes déjà plus de 500 à nous suivre dans cette aventure, donc on est comme des dingues. On a trop hâte de vous retrouver à l'école pour écrire tous ensemble. Et sachez que je vais personnellement suivre ce défi et peut-être même candidater pour avoir 1 an d'abonnement gratuit à l'école. Non, je rigole, je ne vais pas vraiment faire ça, mais je vais quand même vraiment participer au défi. Voilà le petit mot sur le défi. Et puis, petit mot aussi, bien sûr, sur nos journées avec. En ce moment même, à l'étage, il y a une journée avec une romancière publiée chez Grasset et chez Stock, qui s'appelle Lolita Peel, qui a écrit 5 romans. Et la prochaine journée avec, ce sera avec Chloé Delhomme, qu'on adore, et une soirée avec Marie Dariussec, qui viennent là courant juillet. Et ensuite, on se retrouve en septembre avec Hervé Letellier, qui est l'auteur de L'Anomalie notamment, qui a été primé du prix Goncourt en 2021, si je ne dis pas de bêtises, et Aurélien Bélanger, qui a notamment écrit La théorie de l'information. Voilà, on va maintenant se lancer dans notre À Voix Haute. Donc je vous rappelle le principe. L'idée, c'est que l'équipe Les Mots vous partage des extraits de livres qu'on a lus et qu'on a aimés. Donc voilà, c'est tout simplement nos recommandations lecture. Je pense qu'on a tous des goûts dans l'équipe qui sont les nôtres, qui sont variés. Et ça nous tient à cœur de pouvoir vous partager en fait nos lectures et peut-être vous inspirer pour cet été. Alors moi, je vais commencer avec un livre qui a été écrit par Jean-Philippe Toussaint, qui est un livre assez court. Je pense que ça fait à peu près une centaine de pages. Et c'est un livre que nous recommandons à tous les aspirants auteurs qui passent par l'école. Ça n'est pas un manuel d'écriture, c'est beaucoup mieux. C'est un auteur qui partage son rapport à l'écrit. Et pour nous, c'est l'approche qu'on favorise et qu'on préfère à Les Mots. On ne croit pas vraiment qu'il y a une recette pour écrire un best-seller. Et franchement, à la limite, même si ça existait, on s'en fiche un peu. Et ça ne nous intéresse pas. En revanche, comprendre tout le processus de création littéraire, ça, je dois admettre que c'est une petite passion d'équipe. Je vais vous lire l'extrait que j'ai choisi. Et ensuite, je vous poserai une question à vous tous, qui est une question que j'ai coutume de poser aux écrivains. Ma connaissance de l'œuvre, donc c'est Jean-Philippe Toussaint, l'auteur, qui s'exprime en son nom. Ma connaissance de l'œuvre de Beckett est très approximative, incomplète, lacunaire, pleine de failles et de contradictions, de confusion dans les noms, de flou dans le déroulement des anecdotes, de vagues dans la chronologie. Mais cette approximation compte peu au regard du choc toujours vivant dont je ressens encore aujourd'hui les ondes atténuées que j'ai eues il y a 30 ans avec la rencontre de l'œuvre de Samuel Beckett. C'est la lecture la plus importante que j'ai faite dans ma vie. Et vous, c'est quoi la lecture la plus importante que vous ayez faite dans votre vie? Si vous avez envie de nous répondre, vous pouvez le mettre en commentaire. Ça nous intéresse de savoir.
Voilà, c'est un livre, franchement, vous le lisez rapidement. C'est un vrai bonheur, on a envie de tout corner. Je vous le recommande pour ceux qui aiment écrire et qui aiment les coulisses de la création littéraire. Et dans le même genre, un autre livre de Annie Ernaux cette fois. Ça fait aussi partie des livres qu'on conseille. Ça s'appelle L'Atelier Noir. Et là, c'est un journal d'écrivain. Pour ceux qui sont en train d'écrire ou ceux qui ont envie, qui sont dans une phase peut-être un peu de blocage par rapport à l'écriture, c'est juste génial. Le 27 juillet 1985, elle dit « J'écris, mais je ne sais pas écrire ». C'est Annie Ernaux. Donc ça détend un peu. Et une autre phrase qui m'a fait beaucoup rire, et puis j'en dirai pas plus, parce que normalement on n'est pas censé faire 3 à 4 livres. Raconter une histoire, c'est tarte. Et ça m'a fait beaucoup rire. Je vous en dis pas plus, mais c'est plein de pépites. C'est vraiment le journal d'un auteur, hein, donc c'est pas un roman. C'est un journal avec des dates, mais c'est délicieux. Voilà pour moi. Je vous souhaite une belle journée, peut-être à ce soir pour la fête de l'école. Et je vais laisser la place à Charlotte Milandry, qui est notre précieuse responsable éditoriale. Ciao tout le monde! Bonjour, la dernière fois je vous ai lu fragment d'un discours amoureux, donc je reste dans les formes courtes ou un peu étonnantes avec La Grande Aventure de Victor Pouchet, qui est un roman-poème, c'est comme ça qu'il est présenté, publié chez Grasset, et qui est préfacé par Hervé Letellier, rien de moins, que vous pouvez donc retrouver en septembre pour une soirée avec au sein de l'école. Et je vous lis juste la fin de la préface avant de vous lire 2 ou 3 poèmes de Victor. Et donc Hervé Letellier dit « Un poème a le droit d'être léger, charmant, de faire sourire, pleurer, réfléchir. On doit pouvoir se demander si on n'est pas en train de se faire avoir, si on a vraiment affaire à un poème, sinon à quoi bon. Et on a le droit d'être joyeux, rêveur, plus intelligent, même après avoir lu un poème de Victor Pouchet. » Donc j'espère que vous serez joyeux, rêveur, plus intelligent après ces quelques poèmes. Les jours d'après, on continue. Les balades, le travail, et parfois à nouveau on retire nos vêtements. Je passe ma main dans tes boucles noires. Elles sont si longues. Je voudrais savoir les nouer comme toi. Quand tu fais chignon, c'est magie. Tu fermes les yeux. On reprend les choses presque comme avant. Tu ne veux pas d'une aventure, me dis-tu. C'est trop dangereux. Tout est si étrange que rien ne surprend. Mais il semble aussi qu'on peut dire l'inverse. Tout est si normal que tout me bouleverse. Et soudain le soir, il suffit d'une ombre pour voir apparaître en entier la forme de monstre de mélancolie. Mets la musique un peu plus fort et puis pensons à autre chose. Un poème qui ne s'adresse à personne en particulier me fait penser aux fruits qui pourrissent sur la table de la cuisine. Je sais, j'exagère. Il est possible que le destinataire ne soit pas en mesure de lire le poème quand il le faudrait. Est-ce que tu reçois encore mes messages? J'ai un peu peur que tu te mettes en mode avion pour toute la vie. Et un dernier pour finir, mon préféré. Il m'arrive de ne pas écrire une seule ligne pendant des jours. J'ai l'impression de mourir comme on ferait trop longue sieste. Mais ensuite, je te rassure, je me réveille. Embrasse-moi, je suis en vie, mais mon visage est tout froissé. Je vous invite à découvrir vraiment cet ovni littéraire, La Grande Aventure de Victor Pouchet. Vous retrouvez Victor Pouchet à la rentrée et Hervé Letellier. Et je laisse la place à l'autre Charlotte de l'équipe. Bonjour à tous, donc je suis Charlotte, effectivement, responsable entre autres de la programmation des mots. Et donc un soir où j'étais chez les mots en train de terminer, ou d'avancer en tout cas dans la programmation, est arrivé Alexandre Lacroix. Alexandre Lacroix, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est rien d'autre que le fondateur des mots, avec Élise Nebou, vous avez vu tout à l'heure. Et il était venu déposer son dernier livre, qui donc s'appelle « Apprendre à faire l'amour ». Donc j'ai eu le choix entre poursuivre la programmation ou me plonger dans son livre. Et donc évidemment, je me suis plongée dans son livre avec beaucoup de plaisir. Oui, bon, j'assume, avec beaucoup de plaisir, sur finalement des réflexions autour de cet acte assez formidable qui est celui de faire l'amour. Alors le livre d'Alexandre, en 2 mots, c'est une succession de petits chapitres assez courts de réflexions sur plein d'aspects de cet acte, sur le rythme par exemple, sur l'immobilité, sur la différence entre les limites et alors j'ai perdu sur l'habitude,
voilà, sur les différences entre les limites et les préférences. Donc plein de choses assez géniales. Il y a des réflexions philosophiques, des réflexions techniques, cinématographiques, au niveau de la musique, de littéraire évidemment, et plein de choses assez drôles et des choses aussi très poétiques. Je me suis arrêtée, j'ai corné une série de pages, je ne savais pas quel passage vous lire, puis finalement je me suis arrêtée sur un, je ne sais pas pourquoi, qui m'a parlé plus que les autres. C'est sur la vision de près. Alexandre dit ceci: quand je fais l'amour, je n'ai pas de vue d'ensemble de l'autre. La distance me manque pour le saisir dans sa globalité. Cependant, je ne suis pas pour autant condamnée au gros plan, comme en prodiguent en abondance les vidéos X, car l'œil humain ne fonctionne pas à la manière d'un téléobjectif. Il avance, il poursuit. Quand je m'approche d'un corps, ses contours se brouillent et j'ai la sensation de plonger en lui, de nager dans une zone colorée semi-figurative. Essayons de décrire ce phénomène plus précisément, d'expliquer ce qui se produit lorsque mon œil est situé à quelques centimètres d'une gorge, d'une nuque, de la pointe d'un sein ou des fesses, du pubis, des parties génitales de l'autre. Et alors il poursuit dans une réflexion philosophique et technique et tout plein d'autres choses. Et j'arrive à la fin de cette partie que j'aime beaucoup. Enfin, et pour achever de distinguer le zoom des machines et la vision de près humaine, je dirais que cette dernière ne nous renseigne pas tant sur la réalité d'un corps qu'elle ne fait surgir, à la surface de celui-ci, des paysages. La chevelure qui tombe du côté de l'épaule, mais c'est le feuillage d'un saule perché. Le sillon du plexus solaire, un chemin tracé dans le sable rond. Ce sein, une colline coiffée d'une yourte. Les poils qui renaissent sous le bras après l'épilation, des tiges de blé coupées que la pluie a noircies. Ce grain de beauté dans le dos, un galet sombre sur la plage, une fourmi qui s'est immobilisée sur un mur blanc, le point au bout de cette phrase. Il rajoute 4 phrases derrière que je vous invite à lire et qui mettent sublimement en valeur ce qu'il vient de dire. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vais passer la parole à Nina qui s'occupe donc de la programmation des mots, de la communication chez les mots. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous lire une autrice dont j'ai adoré le dernier ouvrage, Sophie Fontanelle tout simplement. Si elle m'entend et qu'elle veut faire une journée avec chez les mots ou un atelier d'écriture, qu'elle n'hésite pas à me contacter. Alors, La capitale de la douceur, donc son dernier ouvrage, c'est finalement l'histoire de vacances qu'elle a passées là-bas, donc sur l'île du Levant, et où elle a à la fois essayé de cultiver la place que peut avoir la douceur dans ce monde, tout en racontant certaines violences qu'elle a pu voir ou vivre. Et je vais vous lire un passage qui m'a fait sourire pour éviter de vous lire un passage qui m'a beaucoup trop émue et que je n'assumerai pas de lire devant vous. On servait le petit déjeuner sur une terrasse. L'infini, on l'avait là, devant. La vue allait si loin, la mer était une inoffensive surface. Le serveur circulait en volant. L'œil à chaque tartine. Lui seul, un peu vêtu et d'ailleurs en nage, 10 fois plus que les nageurs dans la piscine. Encore que ce soit bien sûr différent. Un client le chambra avec un mauvais rire. « Vous avez trop chaud, mon grand. Ce n'est pas la peine de t'en se couvrir. » Il rougissait paillard, cet homme, ce lourdeau, de son beau mot. Plein de grâce, le serveur haussa les épaules. Et passant devant moi, marmotta, « Je sais gérer, c'est drôle. Ah ça, plus ils sont vieux, plus ils sont vicieux. » Il retourna vers le client. Allait-il lui en coller une ? Non, il déposa le sucre et partit se dandinant sans rancune. Redoutable et joyeux, le client se tint coi. Le serveur de retour résuma, comme quoi, il y a toujours un mieux. Et voilà, écoutez, merci beaucoup et je laisse la parole à Marie-Gaëlle. Bonne journée. Bonjour, donc je vais aujourd'hui vous parler d'un livre dont on a beaucoup parlé, qui est L'intimité d'Alice Ferney. Alice Ferney qu'on aura la chance d'accueillir en septembre pour une journée spéciale, donc une journée avec Alice Ferney. Et plutôt que de vous parler du scénario de ce livre, je vais juste vous en lire un extrait pour que vous fassiez une idée de son style tout simplement. Elle n'avait pas perçu chez son interlocuteur ce mouvement d'attachement, cette brève tentation de se déclarer, de succomber à un charme ressenti.
d'imaginer un engagement à partir d'un sentiment fulgurant. Elle regrettait de s'être embarquée dans cette conversation sur laquelle le veuvage d'Alexandre planait d'une manière gênante. Le veuvage, pensa Sandra, cette expérience qui autrefois tenait lieu de divorce et qui était devenue un événement bien plus rare, mais tellement pire, sans remède. Le veuvage nous plaçait face à la solitude, non pas concrète et simple, mais existentielle et fatale. Veuf, c'était bien autre chose que divorcer. Et d'ailleurs, beaucoup de divorcés ne se séparaient jamais, se téléphonaient à tout propos, partaient en vacances ensemble ou n'achevaient pas leur divorce en se disputant à dessein pour maintenir le lien. Elle en connaissait qui s'étaient remariés. Il n'y avait aucune similitude entre le divorce et le malheur d'Alexandre. Voilà, donc j'espère que cette petite séance de lecture vous aura plu. Donc c'est la fin de cette 5e édition des mots à voix haute. Et puis on se retrouve d'ici un mois pour vous partager nos coups de cœur.